Criquet. Craquer. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Mathieu. Salut Yann, comment il est ? Léla, toujours sous les tropiques. Tu es prêt pour un nouvel épisode sur l'histoire de la Réunion ? Oui, je suis heureux d'avoir invité Sahara Kassim au micro de Bas de Carré. Sahara est historienne et elle étudie l'histoire méconnue des Indiens Gujarati installés à La Réunion. Tu parles ici de la communauté musulmane de l'île ? C'est bien cela. Dans cet épisode, on va retracer l'histoire des Arabes et des Karanes, deux peuples originaires du Gujarat. Ces Gujaratis ont quitté l'Inde au XIXe siècle, poussés par les sécheresses et famines sur place, mais aussi par les opportunités commerciales dans l'océan Indien. Et quand est-ce qu'ils arrivent à la Réunion du coup ? Et si les Arabes arrivent à La Réunion à partir de 1860, c'est pour répondre aux besoins d'une société tournée vers l'engagisme, notamment en se spécialisant dans la vente de riz, de grains divers et de textiles. Les Karanes, quant à eux, arrivent à La Réunion dans les années 1970 en provenance de Madagascar. Encore un épisode où je suis sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses sur notre histoire. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Sahara, bienvenue sur Bas de Carré. Merci. Alors je suis très heureux de t'accueillir ici. Pour démarrer, ce que je te propose, c'est de te présenter. Ce que j'aime bien dire, c'est on fait comme si qu'on est dans un vol Paris-Réunion et tu es assise à côté de quelqu'un et tu dois te présenter avec tes mots auprès de cette personne. Qu'est-ce que tu dirais ? Alors, je m'appelle Sahara Kassim, je suis historienne. J'étudie plus spécifiquement donc la communauté gujarati musulmane de La Réunion et j'ai notamment donc écrit un premier ouvrage qui va sortir cette année qui s'intitule Les Arabes et Karanes, une histoire du peuplement gujarati de La Réunion. Donc c'est un ouvrage que j'ai eu la chance de lire en avant-première pour préparer cette interview et qui sert du coup de base à notre échange et que je recommande très chaudement à tous nos auditeurs d'aller l'acheter, d'aller le lire. Il y a notamment de très très belles images qu'on voit et qui sont assez inédites. Peut-être que tu veux dire un petit mot de comment est-ce que tu as conçu cet ouvrage ? Alors, il faut savoir que cet ouvrage, c'est à la fois donc le fruit de recherches historiques, donc des études écrites notamment en langue anglaise, que l'on a traduit et que l'on a mis par écrit, mais c'est aussi et surtout la tradition orale que l'on est allé chercher dans les familles que l'on a mis par écrit. Donc, tu parlais des photos. Il faut savoir Oui. que toutes les photos de cet ouvrage ont été légendées. C'est-à-dire que chaque photo a été contextualisée. On a mis une date, les personnes qui étaient dessus et le lieu. Et toute cette connaissance était dans les familles. Et nous sommes allés donc la rechercher, cette connaissance, pour pouvoir la mettre par écrit dans cet ouvrage. Et ça tombe parfaitement du coup que je t'ai aujourd'hui parce que chez Bas de Carré, on aime dire qu'on parle essentiellement de trois choses. 1, de la culture, 2, de l'histoire et 3, de l'identité réunionnaise. Donc dans cet épisode, on va mettre les pieds dans le plat en abordant le sujet de la communauté arabe et karane de La Réunion. Mais avant de parler d'histoire, j'aimerais bien qu'on fasse un petit préambule et que tu nous aides à définir qui sont les Arabes, qui sont les Karanes et qui sont les Gujaratis. Alors, qui sont les Arabes ? Donc, les Arabes proviennent d'Inde, ils viennent de la région du Gujarat, ce sont donc des Gujaratis. Ils arrivent entre 1860 et 1950, c'est donc la première immigration originaire du Gujarat de la Réunion. Il y a également une deuxième vague de Gujaratis qui viennent cette fois-ci de Madagascar, ce sont les Karanes. Donc, eux, Donc, ils arrivent... Les Karanes, ils avaient déjà immigré à Madagascar, ils s'étaient installés peut-être depuis plusieurs générations, et c'est Tout à plus tard qu'ils viennent à La Réunion. D'accord. C'est-à-dire que ces deux composantes ont quitté en même temps le Gujarat, au milieu du 19e siècle. Donc, il y a une D'accord. première route commerciale qui passe par Maurice pour rejoindre La Réunion. Donc, c'est la route commerciale qu'empruntent les Arabes. Les Karanes, eux, passent par Zanzibar pour arriver D'accord. au nord-ouest de Madagascar.
Donc, eux, ce sont les Karan. Donc, ils arrivent, ils s'installent une première fois à Madagascar. Et à partir de 1972, ils vont connaître un deuxième exil pour venir rejoindre la Réunion. Ok. Et donc les Gujarati regroupent au final les deux. Ou en tout cas, toi, comment est-ce que tu utilises ce terme? En réalité, ce terme Gujarati, il n'est pas tout à fait juste, puisqu'aujourd'hui, il serait plus juste de dire ce sont les Réunionnais d'origine Gujarati, puisqu'ils n'ont pas Oui, c'est vrai. gardé la nationalité. Et ces deux termes, donc Zarab et Karan, désignent ces deux immigrations d'origine Gujarati. Et pour faire plus simple, on dit Gujarati. D'accord. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es intéressé à ces communautés? Alors, c'est arrivé dans le cadre de mon investissement au sein de la Maison de l'Héritage du Gujarat, donc qui est un musée centre d'interprétation en cours de conception. Et on a À été amené Saint-Pierre? à Saint-Pierre, tout à fait, dans le sud de l'île. Et on a été amené donc à écrire le scénario d'exposition. Et donc là, il nous a fallu de la matière. Et très vite, au fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de matière, suffisamment d'études historiques disponibles sur ces communautés-là. Et donc, c'est comme ça que nous sommes allés chercher cette connaissance et que nous avons écrit donc cet ouvrage. D'accord. Je te remercie pour cette introduction. Je te propose maintenant d'entrer un peu plus dans les détails. J'ouvre un premier chapitre que j'ai moi-même intitulé Les origines. Donc, s'intéresser un peu à cette région. Donc, où se situe le Gujarat? Alors, le Gujarat, c'est une région du nord-ouest de l'Inde, donc limitrophe par rapport au Pakistan, qui est bordée d'une longue côte. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la région a une longue histoire maritime et commerciale. Le Gujarat entretient depuis des millénaires une longue histoire commerciale. Donc ça commence dès 8000 ans avant Jésus-Christ. Et à cette époque-là, c'est donc la civilisation de la vallée de l'Indus qui commerçait déjà donc avec la Mésopotamie. Juste par curiosité, quels étaient les produits qui étaient le centre de ces échanges? Qu'est-ce qu'ils vendaient concrètement dans le Gujarat? C'était quoi leur spécialisation? Alors, le produit caractéristique du Gujarat, c'est le textile. C'est vraiment c'est un produit phare que le Gujarat exportait partout dans l'océan Indien, c'est le textile. Et il y a dans cette région-là une longue tradition autour de la fabrication de ces étoffes-là. Ok. Donc, si je résume, tu me dis si je me trompe. On a donc un peuple qui est depuis des millénaires commerçant, qui pratique du coup les voies maritimes. Il y a une autre spécificité à ce peuple, c'est qu'il est de religion musulmane, alors que le reste du pays est hindouiste. C'est bien ça? Et si c'est le cas, comment ça se fait? Alors, c'est une très bonne question puisque au Gujarat, il y a effectivement donc une majorité d'hindous à hauteur donc de presque 90%, et il y a une minorité musulmane à hauteur de 9 ou 10%. Et pourtant, ces Gujaratis qui se sont exilés sont essentiellement musulmans. Et la réponse, les raisons sont intéressantes puisque ces Gujaratis, lorsqu'ils se convertissent à l'islam, puisqu'au départ, donc, ce sont des hindous, lorsqu'ils se convertissent à l'islam, ils se libèrent d'un concept propre à l'hindouisme qui s'appelle le kalapani. Donc le kalapani qui se traduit par eau noire, E-A-U, eau noire. Alors qu'est-ce que ce concept? C'est un concept qui empêche le cycle de réincarnation des individus dans l'hindouisme une fois qu'ils ont pris la mer. Donc D'accord. l'individu qui prend la mer devient impur. Et lorsque ces Gujaratis donc, se convertissent à l'islam, ils se libèrent de ce concept-là, puisque l'islam offre au contraire une image positive, très positive du commerce, de la mer, puisque c'est le fait de naviguer en mer figure parmi les bienfaits divins. Donc voilà pourquoi les Gujaratis sont essentiellement musulmans en exil. D'accord. Donc on a le côté favorable du peuple qui a cette culture, et donc on comprend pourquoi est-ce que c'est une partie
des Gujaratis qui s'exilent est essentiellement donc les musulmans parce que du coup ils se détachent donc du Kalapani, ce qui fait que en fait les Gujaratis qu'on retrouve à La Réunion et dans le reste de l'océan Indien sont essentiellement musulmans. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'ils ont migré dans l'océan Indien occidental? Qu'est-ce qui a fait qu'ils aient eu envie de partir de leur terre? Alors, le Gujarat a entretenu depuis longtemps une longue tradition commerciale. Mais au 19e siècle, il y a des facteurs qui vont les pousser à l'exil. Alors, quels sont ces facteurs? Il y en a plusieurs. Le premier facteur, ce sont les sécheresses qui s'abattent donc sur cette région-là, qui vont provoquer des famines. Et il y a aussi surtout l'ouverture d'un nouveau marché dans les économies de plantation de l'océan Indien, dans les territoires donc méridionaux notamment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, il y a eu donc l'introduction des engagés et ces engagés donc ont un contrat d'engagement et ce contrat d'engagement impose à leur employeur une quantité quotidienne de nourriture et l'obligation donc, pour l'employeur de les vêtir. Et donc, ces obligations va ouvrir un nouveau marché donc, autour des denrées alimentaires et des textiles. Et c'est l'introduction de ces engagés après l'abolition de l'esclavage qui va ouvrir ce marché et qui va donc attirer les Gujaratis. D'accord. Donc c'est une opportunité de marché qui va donner envie en tout cas aux Gujaratis de venir à La Réunion pour répondre à ce besoin. C'est bien ça. Donc, ce sont ces deux facteurs-là, à la fois donc des facteurs climatiques, donc des sécheresses qui ont provoqué des famines, et aussi donc l'ouverture de ce marché suite à l'introduction d'engagés, puisqu'il faut savoir que les Gujaratis, eux, ne sont pas engagés, ils arrivent en tant qu'immigrés libres à La Réunion. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc là, on a une distinction qui est assez claire entre les autres engagés et les Gujaratis. Et il y a notamment quelque chose que tu m'as appris quand on a préparé cette interview, c'est qu'ils ont donc à ce moment-là la nationalité britannique quand ils arrivent en terre réunionnaise. Oui, alors ces Gujaratis, lorsqu'ils quittent donc leur terre d'origine, au milieu du 19e siècle, ils sont sujets britanniques. D'accord. Puisque à cette époque-là, donc l'Inde est une colonie anglaise. Donc, lorsqu'ils arrivent à La Réunion, ce sont des sujets britanniques. Tout comme donc les Karanes, qui, eux, passent par Zanzibar avant de rejoindre la côte ouest de Madagascar. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils arrivent à partir de Maurice, puisque Maurice est également anglaise à cette époque-là. La Réunion est colonie française. Et c'est donc depuis l'île Maurice qu'ils vont prospecter le marché réunionnais, puisque ce sont des sujets britanniques. Ok, donc sur la partie arabe, on a donc une population qui passe par Maurice avant d'aller à La Réunion, alors que sur la partie Karane, qui viendra du coup bien plus tard à La Réunion, on a une population qui passe par Zanzibar, puis qui s'installe à Madagascar, qui va rester quelques générations avant de venir dans les années 1970 à La Réunion. Donc, on a deux voies distinctes de population. Ok, concentrons-nous d'abord sur ceux qui viennent de Maurice. Donc là, ça fait suite, comme tu le disais, à l'abolition de l'esclavage de 1848. Donc, on est dans la deuxième partie du 19e siècle. Et c'est à ce moment-là qu'on va nommer les Arabes, qu'on va nommer cette population Arabes, et qu'on va les distinguer des Indiens. Donc, on a tout de suite une distinction qui se fait à ce moment-là. Quand ils arrivent, ces Gujaratis, au milieu du 19e siècle, ils sont sujets anglais. Donc, c'est pourquoi ils doivent demander un permis de séjour. Et à ce moment-là, les services de l'immigration de la colonie les classent dans la catégorie arabe. Alors, on peut apporter plusieurs
raisons à cette classification. Une première raison est que ce terme, donc arabe, est synonyme de musulman. C'est une première raison. Ce terme pourrait également désigner une catégorie spécifique de marchands qui se distinguent notamment par leur volume d'affaires. Donc ça pourrait être une deuxième raison. Alors que le terme indien est clairement défini pour désigner les engagés. Les Gujaratis, eux, c'est plutôt le terme donc arabe. Donc au départ, on écrit arabe, donc avec un A, et puis progressivement, le terme va être créolisé et ça va donc aboutir aux termes arabes que l'on connaît aujourd'hui. Mais il faut savoir que ces Gujaratis, même aujourd'hui, ne vont jamais se définir comme étant arabes. Voilà. D'accord, ok, c'est important de le dire. Et les Indiens sont aujourd'hui ce qu'on appelle le Malbar. Donc c'est vraiment la distinction qui est faite à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler des conditions d'accueil? Donc, comment est-ce que ça se passe en fait? Donc, on a des populations qui sont à Maurice, qui sont déplacées à La Réunion. À ce moment-là, enfin, quel niveau d'information ils ont? Qu'est-ce qu'ils vont faire en arrivant? Par quelles étapes, peut-être administratives, ils doivent passer? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que, contrairement aux esclaves d'abord, puis aux engagés que l'on est allé chercher, la spécificité de l'immigration gujarati, c'est qu'elle s'auto-organise. C'est-à-dire que bien souvent, c'est un premier individu qui s'installe, qui va ouvrir un commerce, et la plupart du temps, ce sont des agents de grandes firmes d'import-export. Et plus tard, cet individu, une fois installé, va faire venir d'autres membres de sa famille ou de la communauté pour étendre le réseau commercial. Donc, c'est de cette manière-là que l'immigration gujarati s'organise à La Réunion. Ok, donc c'est pas une volonté formulée par le gouvernement en place, je vais dire ça comme ça, mais c'est vraiment la population gujarati qui va organiser ça d'elle-même. Donc, Tout il y a à une fait. distinction. Et Ok, il y a quand ok. même une réglementation qui va impulser également donc leur venue. Il y a notamment donc l'arrêté du 12 juin 1862 qui autorise les passagers de bateaux libres d'engagement cette fois-ci donc à venir s'installer dans la colonie. Et plus tard, à partir de 1887, cet arrêté sera complété donc par le paiement d'une taxe de séjour. Et quel est l'intérêt de cette taxe? Alors, il faut savoir que cette taxe voit le jour quand même dans une atmosphère xénophobe, puisque lorsqu'ils arrivent, ces Arabes donc viennent faire du commerce et ce sont les descendants donc des colons qui tiennent les rênes du commerce à ce moment-là. Donc, l'extension de leurs affaires va forcément empiéter sur les intérêts de ces commerçants créoles. Oui, Et c'est ce qui ça va fait concurrence. tout à fait. Et c'est ce qui va précisément donc entraîner une campagne de presse que l'on va appeler le péril asiatique. Et ce terme-là englobe à la fois donc les Gujaratis et les Chinois pour désigner cette menace que ces deux populations représentent pour le commerce local. Et c'est dans cette atmosphère-là, donc dans ce contexte-là, que cette taxe sera votée en 1887. D'accord. Et on parlera tout à l'heure peut-être des pillages de Saint-Joseph. Mais avant, parlons un peu des métiers qui sont exercés par cette communauté arabe qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? On a en tête les boutiques arabes, comme on les appelle communément à La Réunion. Est-ce que c'est tout de suite ça, les premiers métiers de cette communauté? Alors, lorsque ces Gujaratis arrivent, ils vont essentiellement s'adonner au commerce. Alors, pourquoi? À ce moment-là, l'agriculture, donc qui tourne autour de la production du sucre, décline. Mais deux autres facteurs vont impulser donc les métiers autour du commerce. Alors, c'est notamment donc la mise en service du chemin de fer en 1882 qui va faciliter donc la diffusion des produits à l'intérieur de l'île, mais aussi et surtout en 1886, c'est l'inauguration du port de la rivière d'Egalé.
Et puis, comme on l'a dit, donc l'introduction des engagés dans l'île va ouvrir un nouveau marché donc autour des denrées alimentaires et du textile. Et ce sont précisément ces deux produits qu'ils vont vendre en premier. D'accord. Donc, dans l'ouvrage, j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas, qui est exercé du coup par une partie de cette population. C'est le métier de colporteur, donc le colportage. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, lorsqu'ils arrivent, certains Gujaratis bénéficient de relations commerciales, c'est-à-dire que ce sont les agents de grandes firmes. D'autres vont s'installer en tant que grossistes et d'autres vont venir pour travailler en tant que commis dans un commerce d'un coreligionnaire. Et certains, faute d'avoir suffisamment de capital, vont travailler en tant que colporteurs. À une époque où les modes de transport sont assez limités dans l'île, donc ils vont permettre de diffuser également donc, les produits que l'on trouve dans les bas, dans les hauts de l'île notamment. Et lorsqu'ils vont se rendre dans les hauts de l'île, ils vont collecter à ce moment-là donc, les productions des hauts de l'île pour les ramener dans les bas. Donc c'est un échange qui va se faire de cette manière-là. Ok, donc est-ce que c'est une sorte de boutique ambulante ou c'est plus un métier de transport de marchandises? Ça serait plutôt, pour reprendre le terme que tu as utilisé, une boutique ambulante. Ok, Voilà. ok. C'est un Donc, marchand pour ambulant. oui, pour les populations dans les hauts. Mais ça fait totalement le lien avec ma question d'après. Où est-ce que s'implantent les Gujaratis quand ils arrivent à La Réunion? Ils vont s'installer essentiellement autour de la ceinture sucrière de l'île. Et ça, la raison, donc nous l'avons invoqué tout à l'heure, c'est là où on trouve le plus d'engagés. Donc c'est là où se trouve donc leur zone de chalandise. Quelques familles vont s'installer dans les hauts de l'île, mais très vite, elles vont revenir donc dans les bas. Pourquoi? Parce que c'est là où on trouve notamment donc les lieux de culte et les médersas, et donc pour l'enseignement religieux des enfants. Donc il était important pour ces familles-là de revenir dans les bas de l'île. Et c'est là l'intérêt aussi de s'installer dans les centres-villes. C'est un enjeu majeur du coup pour le commerce, que ce soit facilement accessible. Oui, tout à fait. Donc, ils vont s'installer d'abord dans les centres-villes. C'est là qu'ils vont donc installer leur commerce. Et lorsque la possibilité se présente, d'autres coreligionnaires vont venir s'installer. Donc, ils vont se regrouper au fur et à mesure, au point, dans certains cas, de déplacer la vocation commerciale de certaines rues. Dans le cas de Saint-Denis, au départ, la rue commerçante, c'est la rue de l'église, donc la rue Alexis de Villeneuve. Et lorsque ces Gujaratis arrivent, ils vont également s'installer dans la rue du Grand Chemin, qui était au départ donc une zone plutôt résidentielle. Et c'est comme ça que la vocation commerciale va être déplacée donc dans cette rue-là, dans la rue du Grand Chemin, donc rue Maréchal Leclerc. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent dans ces boutiques et à qui? Alors, au départ, dans la boutique arabe, comme on dit à La Réunion, on trouve à peu près de tout. Mais il y a quand même deux marchandises que l'on va retrouver partout. Ce sont donc les denrées alimentaires, notamment les grains, le riz, qu'ils vendent à bas prix, et le textile. Et on va également trouver à peu près de tout. Donc, c'est ce qu'on appelle la bimbeloterie. Puis, progressivement, ils vont se diversifier, notamment à partir des années 1910. Ils vont se diversifier pour proposer également donc des marchandises haut de gamme à une clientèle un peu plus aisée. Ils vont également se diversifier dans les transports, donc les cars courants d'air notamment. Et après 1946, donc lors de la départementalisation de la Réunion, on va avoir le passage d'une économie de plantation à une économie de consommation. Et là encore, ces Arabes vont évoluer. On reviendra de toute façon sur l'évolution des boutiques arabes par la suite. Je reviens sur le début, tu as dit le riz. Je voudrais juste donner un peu de contexte. Avant
avant l'abolition de l'esclavage, le riz n'était pas le fondement, le pilier de l'alimentation réunionnaise. C'est avec l'arrivée des engagés et le fait que les Indiens, donc les Malbars qui étaient venus en masse, avaient du coup dans leur culture, par le passé, leur culture culinaire, besoin de riz, qu'est arrivé ce besoin sur place de manger du riz. Or, la Réunion n'est pas du tout producteur de riz, d'où l'importance d'avoir des populations qui soient capables de faire venir cette denrée alimentaire, donc en l'occurrence les Gujarati, les Arabes, pour ensuite les revendre soit directement, j'imagine, aux familles ou alors aux grands propriétaires. Ces Gujarati représentent les grandes firmes d'import-export, donc qui proposent notamment donc le riz. Et ils vont vendre ce riz-là à bas prix. Et il y a une véritable donc concurrence qui va se mettre en place entre ces Arabes et les commerçants créoles. Et c'est notamment donc ce qui va entraîner donc la colère, si on peut dire, de ces commerçants lorsqu'ils décident de baisser le prix du riz. Oui, donc là ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure avec le péril asiatique. Donc ce sont des termes qui sont utilisés par la presse locale. Donc il y a une vraie vague xénophobe à cette époque. Et l'exemple parfait de cette vague xénophobe, c'est 1915. Donc, on a à Saint-Joseph des commerces arabes qui sont pillés. Alors, dès 1898, on a l'exemple d'un journal, Le Ralliement, qui écrit, je cite, « L'arabe », donc entendez par là le Gujarati, « l'arabe procède à la Réunion comme le juif en France. L'intérêt de la Réunion est de mettre les Arabes dehors. Ce qu'il faut, c'est leur rendre la vie tellement impossible qu'ils partent d'eux-mêmes. » Alors, il faut bien comprendre la portée donc de ces quelques lignes. Là, ce n'est pas leur confession qui est visée à cette époque. Donc, l'islam est quasiment méconnu dans le contexte local. Hein. C'est vraiment la concurrence que ces Arabes entraînent qui va provoquer donc cette colère-là, donc notamment dans les journaux, qui va se traduire par cette campagne de presse que l'on appelle le péril asiatique, et dans certains cas, on va également l'appeler le péril jaune pour désigner spécifiquement les Chinois. Mais le terme péril asiatique va désigner à la fois donc ces Gujarati et ces Chinois. Et en contexte de crise, donc notamment la Première Guerre mondiale, ces propos vont être exacerbés, puisqu'on va reprocher notamment à ces Arabes d'augmenter le prix du riz en période de pénurie. Et plusieurs journaux vont donc alimenter cette haine raciale envers ces deux composantes, donc notamment les Gujarati, qui va donc entraîner notamment les événements de Saint-Joseph en 1915, donc en pleine Première Guerre mondiale. Et là, donc, des commerces sont pillés, notamment donc, le commerce de Omarjee à Seine. Il y a donc une procédure judiciaire qui est mise en place suite à ces événements-là. Et après ces événements, les journaux en question sont notamment condamnés à cause des propos xénophobes. Voilà. D'accord. Ok. Donc, on voit quand même que cette intégration, comment est-ce que tu qualifierais l'intégration donc, des Arabes à La Réunion ? Alors, il y a eu plusieurs étapes à cette intégration-là, et il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, puisque quand ils arrivent, ils sont triplement minoritaires, ils sont sujets britanniques dans une colonie française, ils sont de confession musulmane dans un contexte catholique dominant où la conversion à la religion catholique est synonyme d'intégration. Il faut savoir d'ailleurs que le groupe arabe est le seul à ne pas s'être converti au catholicisme lorsqu'ils arrivent. Donc là, il y a déjà deux défis majeurs. Et puis, ce sont donc des Gujarati. Mais au fil des siècles, ils vont faire preuve, je dirais, d'adaptabilité, de compromis
pour s'intégrer à la population locale. Mais il y a eu plusieurs défis. Donc, on parlait tout à l'heure du péril asiatique, donc la campagne de presse envers ces Gujaratis. Il y aura également d'autres événements qui vont scander cette intégration. Mais si on devait qualifier cette intégration, je dirais qu'elle s'est faite dans le dialogue avec l'autorité en place et aussi et surtout dans la compromission. Ce que j'ai compris également, c'est que cette population était au final bien aimée de la bourgeoisie réunionnaise. On voit notamment du coup des documents, des photos dans ton livre qui montrent que la Banque de la Réunion a aimé faire affaire au final avec ces commerçants arabes. Tu peux nous parler un peu de cette relation que pouvaient avoir du coup ces commerçants avec la bourgeoisie réunionnaise? Alors, on a un journal, La Patrie créole, qui écrit en 1910, je cite, « La vérité, c'est que le chinois ou l'arabe sont des clients admirables, qui savent travailler, qui connaissent acheter et vendre et ont le souci presque religieux de leurs échéances. » Alors, ces lignes en disent beaucoup. Ces Arabes, ils ont un sens particulier des affaires et ils sont appréciés donc pour leur probité. Et notamment, les banques apprécient de faire affaire avec ces Arabes-là puisqu'ils respectent leurs échéances et ils ont un réel sens des affaires. Et c'est de cette manière-là qu'ils vont donc établir des relations avec certains blancs, donc notamment la Banque de la Réunion, puisqu'il y a une photo donc qui sera publiée dans l'ouvrage sur laquelle on voit Henri Poulet, donc le directeur de la Banque de la Réunion, accompagné donc de quelques Arabes. Donc ça montre bien que ces Arabes-là avaient des relations avec les Blancs, des relations privilégiées, et donc une autre partie donc de la population créole qui était également contre eux du fait de la concurrence qu'ils pouvaient représenter. Il me vient une question, mais donc là on parle, je sais pas, quand on parle de la Banque de la Réunion, c'est à quelle période à peu près? On est quand? Alors là sur cette photo c'est 1930. Ah oui, Voilà, ok, 1930. c'est très tard. Voilà. Désolé, je fais des va-et-vient dans le temps, mais je reviens un peu plus tôt à l'arrivée des premières populations. Comment se passe aussi le langage? Parce que bon, c'est la problématique de plein de toutes les communautés qui arrivent à La Réunion, de toutes les populations. Mais dans le cas du coup des Gujaratis, j'imagine bien qu'en arrivant, ils ne parlent pas français. Donc, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que ça se passe aussi en tant que commerçant pour réussir à vendre leurs produits Alors oui, lorsqu'ils arrivent, bien évidemment, ils ne parlent pas français, mais ils sont tous alphabétisés. En tout cas, la plupart des Gujaratis sont alphabétisés lorsqu'ils arrivent à La Réunion, c'est-à-dire qu'ils savent écrire donc en Gujarati. Pour ce qui est de la langue, il y a un temps d'adaptation et le parcours du commis, c'est-à-dire la personne que l'on fait venir pour travailler dans le magasin, nous éclaire là-dessus, puisque lorsque ce jeune commis arrive à La Réunion, il est d'abord chargé des tâches liées au ménage, à la cuisine, et puis progressivement, lorsqu'il a acquis donc l'usage de la langue créole, il est en contact avec la clientèle. Et une fois qu'il maîtrise donc la langue créole, il sera cette fois-ci donc en charge d'un commerce. Il devient employé de commerce jusqu'à devenir son propre patron avec l'aide donc de son employeur toujours. Ok, donc on voit une vraie évolution en tout cas du social, en tout cas un vrai progrès, une vraie échelle sociale, on pourrait dire ça, de la part des commis, donc des jeunes, j'imagine qu'ils sont jeunes quand ils arrivent, des jeunes Gujaratis, et qui finissent par s'installer à La Réunion, trouver leur place dans la société et même ouvrir leur commerce. Et donc l'illustration même du fait de trouver sa place, c'est le fait de finir par parler créole et donc
de réussir dans les affaires, mais de réussir aussi dans la société. Donc il y a les deux parallèles, à la fois échelle sociale et ça ne peut pas fonctionner si tu parles pas la langue de là où tu habites. Oui, 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 oui. Et la langue est révélatrice finalement de leur intégration, puisque lorsqu'ils arrivent, donc le Gujarati est réservé à la communication interne du groupe. Le créole donc sert de moyen de communication avec la clientèle, avec la population locale. Donc ça, c'est la situation des premiers Gujaratis qui arrivent à La Réunion. La deuxième génération, la troisième, c'est-à-dire à partir des années 1960, il y a un glissement qui s'opère progressivement. Donc, il y a la langue gujarati est en perte de vitesse. On va adopter de manière plus généralisée la langue française et le créole jusqu'à un abandon total donc du gujarati pour ce qui est du moins des Arabes, puisqu'aujourd'hui, seuls les anciens parlent encore le gujarati et la jeune génération ne parle quasiment plus cette langue-là. Donc, la langue est révélatrice aussi de cette intégration-là. Certains diraient que ça a été peut-être le prix de l'intégration, puisque lorsqu'ils arrivent, les femmes sont moins importantes. Il y a moins de femmes que d'hommes. Donc, beaucoup vont prendre pour épouses des femmes locales. Et donc, cette exogamie a été peut-être l'un des facteurs de perte de la langue gujarati. D'accord, c'est très intéressant. Et si, en tout cas, la langue gujarati a fini par être perdue au fil des générations, il y a un pilier qui restera toujours au centre de cette communauté, c'est la religion. Comment est-ce que les Gujaratis qui arrivent à La Réunion à partir des années 1860 vont pratiquer cette religion dans un premier temps? Parce que à l'époque, il n'y avait pas encore de mosquée à La Réunion. Tout à fait. Oui, lorsqu'ils arrivent, donc ils vont pratiquer l'islam de manière discrète entre eux, puisqu'il n'y a pas de lieu de culte dédié à cet usage-là. Mais dès 1892, donc 6 personnes vont acheter un terrain, donc rue du Grand Chemin, rue Maréchal Leclerc. Et en réalité, ces 6 personnes-là représentent toute la communauté. Et en 1897, ils vont donc écrire une pétition adressée au gouverneur Beauchamp, dans laquelle ils expriment donc leur volonté d'établir une mosquée dans cette rue. Et c'est très intéressant puisque dans cette lettre, ils vont écrire « Notre mosquée sera entourée de murs et disposée intérieurement de façon à ménager les susceptibilités des autres confessions. » Donc on voit bien là que dès le départ, il y a le souci de ne pas déranger. Et lorsque cette mosquée voit le jour, donc le 28 novembre 1905, finalement d'un point de vue architectural, aucun élément ne permet de différencier le bâtiment par rapport aux autres bâtiments existants à cette époque-là. Donc, il y a bien la volonté de se fondre dans la masse. Donc, cette mosquée inaugurée en 1905 s'appelle Nour et Islam, Lumière de l'Islam, et elle est notamment inaugurée en présence du sultan comorien Saïd Ali, qui était à ce moment-là en exil à La Réunion. Et fait intéressant, lors de l'inauguration, les habitants de la colonie sont invités à assister à cet événement. Donc, ça montre bien que dès le départ, il y a à la fois la volonté d'établir un dialogue avec l'autorité en place, mais aussi avec la population locale. J'ai eu la chance de visiter la mosquée de Saint-Pierre lors de ma dernière venue. D'ailleurs, je vous encourage à y aller. On peut même demander à ce que quelqu'un nous fasse le guide et nous explique tout. Et c'était vraiment passionnant. En plus, elle est magnifique. Et il y a quelque chose qui m'avait quand même marqué, c'est que déjà, elle est très belle. Mais on prend conscience dans cette visite que, en fait, à l'origine, la mosquée, elle était assez petite et que c'est par le temps que ça a fini par, c'est avec le temps que ça a fini par devenir de plus en plus grand, qu'il y a eu
plusieurs phases de construction, de réaménagement. Mais au départ, en effet, en fait, j'ai l'impression que ça ressemblait juste à une case. C'est Et ça. puis, les gens venaient pratiquer là. Et ce Mm. n'est que par la suite que ça a fini par devenir les magnifiques bâtiments qu'on a la chance de voir dans nos communes. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est en 1905 que les Gujaratis donc, du sud de l'île vont acheter le terrain qui se situe dans la rue des Bons Enfants. Et en 1913, donc, la deuxième mosquée de l'île est inaugurée. Donc, au départ, comme tu le disais, c'est une case créole. Rapidement, la mosquée va s'avérer trop petite. Et c'est pourquoi, en 1972, on décide de la démolir pour finalement inaugurer donc la mosquée actuelle qui date de 1975, qui sera inaugurée en 1975 et elle s'appelle donc Atiaboul Masajid, la plus belle des mosquées. C'est vrai qu'elle est belle, donc elle peut porter son nom fièrement. Maintenant, j'aimerais qu'on parle donc de la seconde communauté, la communauté Karan. Donc, au début de notre entretien, tu nous disais que c'est une communauté qui a quitté le Gujarati en même temps que les Arabes qui sont arrivés à La Réunion, sauf que eux, au lieu d'aller à Maurice, sont passés par Zanzibar, puis se sont installés à Madagascar. Peut-être, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leur vie à Madagascar, leur rôle? Est-ce que c'était assez similaire que ce qu'ont connu les Arabes à La Réunion? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les relations commerciales entre Madagascar, l'Afrique et le Gujarat sont assez anciennes. Voilà, ça date peut-être du XIIe siècle, en tout cas des auteurs avancent cette datation-là. Mais tout comme pour les Arabes, au milieu du XIXe siècle, ils vont s'exiler en masse pour les mêmes raisons. Donc pour les raisons climatiques et également donc pour l'ouverture d'un marché dans les économies de plantation. Donc la route commerciale qu'ils empruntent est différente puisqu'ils vont passer par la côte est-africaine en passant par Zanzibar pour rejoindre la côte ouest de Madagascar, notamment donc par Majinga. Donc ces Karan, en réalité, ils sont divers et variés. Et je dirais que cette diversité est révélatrice de la pluralité religieuse du Gujarat, puisqu'ils appartiennent à 5 groupes. Il y a donc 3 groupes chiites, un groupe sunnite et un groupe hindouiste. D'accord, ok. Donc une large diversité. Et donc ce n'est que à partir de 1972 que une partie, je ne sais pas quelle partie, en quelle proportion de cette communauté va venir à La Réunion, et ça correspond en fait à l'indépendance de Madagascar. Alors, c'est après l'indépendance de Madagascar, donc en 1960, que les Gujaratis, que l'on appelle Karan sur la Grande Île, vont venir à La Réunion, donc après 1972. Alors, pourquoi? Il y a eu à ce moment-là un mouvement que l'on appelle la malgachisation, qui va entraîner un rejet des Européens et des Indiens, notamment. Et il y a donc des pillages qui ont lieu donc dans quelques villes de la Grande Île, et ces émeutes populaires, on va les appeler Rutaka, et qui va entraîner donc la venue des Karan à La Réunion. Certains vont partir en métropole, en France métropolitaine, mais certains vont choisir donc de s'installer à La Réunion. Ok, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que on a souvent, enfin moi j'avais souvent des camarades arabes qui avaient de la famille à Maurice, de la famille à Madagascar, et justement ce qui m'intéresse c'est comment s'est passée l'intégration des Karan à La Réunion, qui est quand même relativement tardive par rapport aux Arabes. Comment est-ce que ça s'est passé? Et après, comment est-ce que ça s'est passé en termes de relations aussi entre Arabes et Karan? Parce que c'est à l'origine le même peuple, mais il s'est quand même passé près de 100 ans entre les deux vagues Gujarati.
Donc, comment se passe cette intégration avec la population réunionnaise et entre les deux communautés karanes et arabes? Il y avait déjà des relations entre La Réunion et Madagascar. C'était des relations commerciales essentiellement, mais également maritales, matrimoniales, puisque on prend pour époux ou épouse parmi donc les coreligionnaires qui sont implantés dans la zone océan Indien, que ce soit Maurice ou Madagascar. Donc il y avait déjà ces relations-là. Il y avait également donc des Réunionnais qui partaient faire des études à Madagascar à une époque où donc les infrastructures malgaches étaient plus développées que celles de la Réunion. Donc il y avait déjà ces relations-là. Mais après 1972, ces Karanes, lorsqu'ils arrivent, ils vont venir s'implanter au fur et à mesure. C'est une première vague donc, qui va venir en 1972 suite à ces émeutes populaires que l'on appelle Jutaka et suivie plus tard d'autres vagues, toujours après des mouvements donc, populaires, des émeutes populaires. Et ils sont également commerçants et certains vont développer l'industrie. Je pense notamment à la famille Goulibaly, les peintures Mauvillac, par exemple. Alors, certains sont médecins, professeurs, donc les professions libérales, donc de manière générale. Alors, du coup, j'aimerais bien qu'on parle de l'évolution des boutiques. On en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, tu nous as dit qu'au début, c'était principalement sur le riz et le textile. Mais qu'au fur et à mesure, donc, il y a eu beaucoup d'autres produits qui étaient vendus dans les boutiques arabes et que ça a fini par même se positionner sur du haut de gamme. Comment est-ce que ça se traduit, ça, même physiquement dans la boutique? À quoi ressemblent les premières boutiques et vers quoi est-ce qu'on se dirige par la suite dans les années, j'imagine, 1960, 1970? Au départ, donc, la boutique Zarab propose les denrées alimentaires, le textile et la bimbeloterie. Donc voilà, ça c'est lorsqu'ils arrivent au milieu du 19e siècle. Et à partir de 1910, ils vont se diversifier dans les produits de luxe, comme je l'ai dit, mais également dans les transports. Et c'est surtout après 1946, lors de la départementalisation de la Réunion, qu'il y a un changement majeur. C'est-à-dire qu'on va passer réellement de la boutique Zarab à l'entreprise commerciale, puisque la départementalisation va entraîner de nouvelles demandes. L'introduction de métropolitains sur l'île va également impulser ce commerce. Ce sont donc les années de Bré, donc il y a une augmentation démographique. Un rattrapage économique fort dans les années 60. Voilà, donc il y a les allocations, les incitations fiscales, les subventions, donc toutes ces mesures vont favoriser le commerce. On va également donc construire sur toute l'île pour mettre en place donc certaines infrastructures telles que les écoles, les lycées. Donc toute cette situation va impulser une nouvelle dynamique au commerce. Et ces Arabes, donc, qui étaient initialement vendeurs de tissus, de denrées alimentaires, vont se convertir dans d'autres domaines. Donc, ils vont introduire le prêt-à-porter. Donc, initialement, ils étaient vendeurs de tissus. Ils vont proposer le prêt-à-porter à partir des années 70. Ils vont également devenir quincailliers, puisqu'il y a une demande de construction de bâtiments sur toute l'île. Ils vont introduire donc les produits de consommation tels que les voitures, les meubles, et c'est une période au cours de laquelle ils vont s'enrichir. Voilà. Parce que la situation le permet, les conditions le permettent. Et après 1980, donc l'introduction des grandes surfaces sur l'île va aussi entraîner de nouveaux changements, où là, on passe d'un commerce traditionnel à un commerce moderne, voilà, avec notamment l'introduction des franchises. Oui, tout à fait. Et dans ton ouvrage, il y a vraiment des
des photos incroyables. Vraiment, tu as fait un travail remarquable de recherche là-dessus. Et il y a des images, donc on voit l'évolution des boutiques. J'ai été marqué notamment par la boutique d'Indar, je crois. On voit l'immeuble extérieur. Ça fait très futuriste presque comme bâtiment. On sent vraiment qu'il y a une évolution. On est passé des petites boutiques, en même temps, il y a du temps qui est passé, hein, mais on est quand même passé des petites boutiques aux bâtiments modernes, un peu futuristes, avec des produits haut de gamme, avec du mobilier, avec des voitures, etc. Et en fait, on comprend là, enfin moi je comprends dans ce que tu dis, que cette population a su tirer parti aussi de la croissance économique qu'il y avait sur l'île à l'époque. Il faut savoir que les Arabes ont un véritable sens des affaires et ça, ce n'est pas un hasard puisqu'ils proviennent d'une zone tournée vers le commerce et ce commerce-là existe depuis des millénaires. Donc ça a formaté une prédisposition au commerce, aux échanges qu'ils vont mettre en pratique lorsqu'ils arrivent à La Réunion. Et il y a donc une véritable intelligence économique et aussi sociale, on en a parlé tout à l'heure, pour s'intégrer. Et cette intégration s'est faite donc également par la contribution économique. Je te remercie, Sarah, pour toutes ces informations sur cet épisode. C'est très riche. Je suis persuadé qu'on aurait pu prolonger l'échange pendant vraiment des heures et des heures, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas résumer 150 ans d'histoire ou plus de communautés différentes en une heure. Mais merci beaucoup d'avoir fait ce travail. Merci à toi. Je t'en prie, c'est vraiment très précieux, sincèrement, d'avoir des personnes comme toi qui font ce travail-là de pédagogie, parce que je vais parler de mon point de vue. Donc j'ai grandi avec tout ça sans vraiment savoir en fait dans quel environnement j'étais, avec qui j'étais entouré, et c'est chouette en fait de pouvoir discuter avec toi pour comprendre tout ça. Donc c'est pour ça que je te remercie vraiment pour tout ton travail. Et je te propose donc d'aboutir sur nos questions de fin, si tu veux bien, avec la première question. Est-ce qu'il y a un Réunionnais ou une Réunionnaise qu'on devrait tous connaître, selon toi? Alors, si je devais citer une Réunionnaise, c'est Khadija Patel, née Mogalia. Donc, c'est la première femme donc, d'origine gujarati à avoir reçu une distinction honorifique donc, pour ses accomplissements philanthropiques. Donc, c'est vraiment, j'invite vraiment les Réunionnais à en apprendre un peu plus sur son histoire, sur son parcours et sur son accomplissement. Car je crois que s'intégrer, c'est cela. C'est apporter un plus à sa société d'accueil à travers notamment donc, la philanthropie. Voilà. D'accord. Je te remercie. Je t'avoue que je ne la connaissais pas, donc je suis ravi de découvrir cette personne. Deuxième question de fin. Est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes et que tu ne souhaiterais nous partager? Alors, c'est pas vraiment l'expression que j'aime le plus, forcément, mais c'est, disons que la situation m'amène à citer celle-ci. C'est bien évidemment l'expression créole baisement dans la cour Patel, que tu dois connaître. Mais connais-tu l'origine? Non, je ne connais pas l'origine, mais c'est génial de t'avoir du coup, c'est incroyable ça. Je veux Alors, bien en savoir plus. C'est la tradition orale qui nous éclaire donc sur l'origine de cette expression, puisque la famille Patel possédait des lignes de cars courant d'air et la cour était, le garage se trouvait dans la cour de la mosquée de Saint-Pierre. Et il y avait peu de place et beaucoup de passagers. C'est pourquoi des disputes pouvaient éclater entre les passagers et c'est donc devenu baisement dans la cour Patel. Incroyable. Alors là, on tient une exclusivité mondiale grâce à toi, Sarah. Je te remercie. Je ne savais pas du tout et je trouve ça génial. En plus, pour la petite anecdote, mon pépé était chauffeur de car courant d'air. Lui, c'était chez Moulan.
Donc, ça fait en plus un petit lien avec mon histoire personnelle. Donc, je suis ravi d'apprendre ça. Je te remercie pour cette expression. Je t'en prie. Et enfin, as-tu un conseil pour les jeunes générations? Alors, ce n'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt une suggestion. J'invite vraiment tous les Réunionnais à connaître leur histoire, voilà, leur parcours, le parcours migratoire de leurs ancêtres, leur intégration, le prix de cette intégration, et j'invite aussi plus particulièrement donc la composante Gujarati à en apprendre un peu plus donc sur son histoire. Et donc l'ouvrage qui va sortir, Zarab et Karan, une histoire du peuplement Gujarati, dont la parution est prévue pour mars 2025, sera donc une source d'informations historiques pour en connaître plus. Voilà. Je te remercie sincèrement et profondément, Sarah, Merci. pour ton temps, pour tout ce travail que tu fais pour La Réunion et pour notre culture, notre histoire. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Donc, tu nous as dit la sortie de cet ouvrage. On n'hésitera pas à le relayer lorsqu'on pourra le commander ou lorsqu'on pourra le retrouver en librairie. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part sinon? Nous avons une page Facebook qui s'appelle donc la Maison de l'héritage du Gujarat. Donc nous mettons toute notre actualité sur cette page. Donc vous aurez à ce moment-là donc vous aurez l'opportunité donc de l'acheter en ligne et nous indiquerons donc le lien sur notre page Facebook. Donc je vous invite à nous suivre sur Facebook. Très bien. Eh ben, merci encore, Sarah, pour ton temps et pour tout ce que tu nous as apporté. Et on te dit à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve!